Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Chetaille, qui est comédienne de doublage pour des films, des animés, des jeux vidéo, des séries. Alors on la connaît, Adeline, parce qu'elle est la voix française de la princesse Zelda, de plusieurs héroïnes de Ghibli, donc Nausicaa, Kiki la petite sorcière, Arrietty, Anna dans Souvenir de Marnie, et puis bien d'autres choses qui sortent du cadre japonais. Donc Adeline est la doubleuse officielle de Vanessa Hudgens, de Jinx dans la série Arcane, d'Ellie dans les 2 jeux vidéo The Last of Us, d'Amalia dans Wakfu, de Rosita dans The Walking Dead, de Mei dans Overwatch et de beaucoup d'autres films de cinéma, d'animation, de séries, d'animés japonais ou occidentaux, de jeux vidéo, de pubs. C'est impossible de tout citer, on en parlait ensemble juste avant l'enregistrement. Déjà, bonjour Adeline, Bonjour, et merci beaucoup. merci à toi et merci car tu as cité mon nom avec la prononciation parfaite, ce qui est assez rare. Merci beaucoup. Bon, j'avais révisé avant, j'ai triché un petit peu. En tout cas, la liste de ce que tu as fait en termes de doublage est vraiment très impressionnante et puis on aurait un podcast tout entier, je pense, ne suffirait pas à tout citer. Tu vas pouvoir nous parler, un petit peu en détail, voilà, de ce métier qui est assez particulier. Tout au long de la préparation de ce podcast, on le disait ensemble là, juste avant de commencer l'enregistrement, j'ai toute l'équipe qui était ravie qui reconnaissait en tout cas toutes les œuvres auxquelles tu as participé. Donc on va attaquer tout de suite, on va parler de toi, on va parler du doublage et puis aussi de ton rapport avec le Japon, parce que c'est un pays que tu apprécies. Avec grand plaisir. Oui, énormément. Alors tu es né en 1986, pas trop loin de Dijon, Mhm. et tu commences le théâtre à 6 ans et tu manifestes assez tôt un intérêt pour la comédie. Donc je crois comprendre que tu demandes à tes parents déjà de travailler en fait dès ce plus jeune âge dans la comédie, c'est ça? Exactement, j'ai ça dans mon ADN depuis que je sais parler. Je fais des personnages. Alors, j'aurais pu être une enfant très étrange et je pense que j'ai été une enfant très étrange à jouer des rôles, à demander à ma mère de m'appeler d'un prénom. Pendant, de longues périodes, parce que j'étais dans un rôle et donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvée sur scène, tout naturellement que je me suis retrouvée devant un micro également. Et donc, autour de 7 ans, tu commences le doublage. Alors, tu étais inscrite dans une agence pour enfants comédiens, c'est ça? Comment ça se passe ta première incursion dans le doublage? Alors ce qui est, particulier dans le milieu du doublage français, c'est qu'il y a pas vraiment d'agence. Donc il y a des agences pour, tout ce qui est actorat. Il y a des agences aussi pour les voix off au niveau publicitaire, mais doublage, il n'y en a pas. Heu, Contrairement à ce qui se passe au Japon, par exemple. Les seiyū sont dans des agences, d'acteurs de voix et en France, pas du tout. En France, on se fait connaître parce qu'on débarque, en fait et puis on montre, ce qu'on sait faire et après c'est du bouche à oreille entre, les, différentes personnes qui décident de faire des castings. Donc c'est assez compliqué parfois de se démarquer et moi j'ai eu énormément de chance de commencer en étant enfant parce que je me suis tout de suite, justement démarquée avec, ma faculté de jouer des personnages, le fait que j'adorais, me mettre dans la peau d'autres personnes et j'ai su lire très, très vite. Donc voilà, il y avait un intérêt à m'appeler quand j'étais enfant et puis, ben, j'en ai fait mon métier et j'ai eu beaucoup de chance de rester là. Parce que tu citais, mon CV à rallonge, mais il faut mettre ça en perspective, il y a 30 ans de carrière, pour tout ça. Donc ton premier 31 ans rôle, même. 32 on bientôt. va pas Enfin en bref, rajouter. n'en rajoutons pas. Ton premier rôle, c'était, si je ne m'abuse, pour Bambi. Oui, Est-ce que tu as un souvenir de ce 1er doublage? j'ai le souvenir, en fait, d'arriver dans un studio, heu, tout sombre comme une salle de cinéma et d'avoir cet émerveillement d'enfant, en fait, de voir un dessin animé. Donc j'ai vu, les scènes du début puisque moi, mon personnage arrivait à 1 minute ou 2 minutes de film. Donc on m'a montré, on m'a expliqué: «Voilà, toi, tu fais le petit lapin, c'est une petite sœur du lapin qui s'appelle Panpan». Et on me montre tout ça et on me dit: «Voilà, il faut que tu dises telle phrase». On m'explique la phrase et au moment où je dois la dire, on m'appuie sur l'épaule, on me fait une petite tapote sur l'épaule parce que je ne sais pas lire. À 6 ans, je ne sais pas lire assez couramment, en tout cas, je déchiffre, mais je ne sais pas lire couramment et j'aime ce côté. En fait, ce que j'aime tout de suite, c'est donner ma voix. C'est prêter ma voix à un personnage et je trouve ça magique et
ce que j'aime moins, c'est qu'on doive m'expliquer quelle phrase je dois faire et me le dire et tout ça. C'est ce côté où je suis un petit, je suis infantilisée, mais j'étais une enfant. Et donc, j'ai voulu devenir professionnelle, en fait, très rapidement. Et je me suis beaucoup entraînée à lire. En 3 mois, je savais lire assez vite et assez couramment pour lire une bande rythmo. Je ne sais pas si toi ou d'autres personnes qui nous écoutent peut-être ont déjà essayé de voir comment ça se passe une bande rythmo. Donc, en fait, c'est vraiment, tu as l'image qui est devant toi et puis en dessous, tu as un texte, comme un karaoké amélioré finalement. Ça va très, très vite et ça surprend énormément quand on essaye la première fois, quand on essaye de parler en même temps que le texte défile. On a un petit repère qui nous indique comment nous synchroniser finalement et il y a des adultes qui n'y arrivent pas. Donc j'ai cette fierté de me dire, j'ai vraiment tryhard en fait pour être au niveau et lire très couramment. Ça a été une motivation incroyable. Si vos enfants ont des problèmes de lecture, peut-être, essayez la bande rythmo. Ensuite, un de tes premiers, alors je vais pas dire un grand rôle, mais en tout cas un rôle qui a laissé sa marque dans l'histoire, c'est toi qui prononces la fameuse phrase dans Forrest Gump: «Cours Forrest, cours». «Cours J'ai Forest, cours!» j'ai pas merci de l'avoir dit. D'ailleurs, est-ce qu'on te demande souvent, de citer des phrases comme ça de doublage? Oui, notamment quand je vais en convention, on me Mmh. demande très régulièrement de faire une petite vidéo pour une personne qui n'est pas là ou pour soi-même. Donc c'est parfois hyper bizarre parce qu'on me dit: «Ouais, tu peux faire une vidéo?» «Ah bah, pour qui?» «Bah, pour moi». Alors du coup, je me filme avec la personne en disant: «Regarde, on est ensemble maintenant et puis on est en train de se créer un souvenir» et j'essaye de de refaire une voix et en fait, c'est hyper compliqué pour moi. Il faudrait vraiment que j'ai une liste de phrases un petit peu préétablies et que je les ressorte un petit peu comme ça, voilà, c'est compliqué. Alors j'ai quelques personnages comme ça emblématiques où j'ai une phrase en tête, par exemple, Cours Forest, évidemment, on en a d'autres, mais c'est compliqué parce que moi, mon métier, c'est vraiment de faire ce travail de je rentre dans la peau d'un personnage, j'ai besoin d'un support, j'ai besoin d'une image, j'ai besoin d'un texte, j'ai besoin de me mettre en condition et donc à la volée comme ça, ce sera jamais aussi bien. Alors j'essaye toujours de le faire, mais c'est toujours je me sens toujours un peu nulle en fait et un peu à côté de la plaque parce que je suis pas dans mes conditions de travail et ça me déstabilise. Et pour revenir sur cette phrase en particulier qui a eu un impact assez fort, ça fait déjà, 30 ans en fait qu'on l'entend cette phrase. Oui. Est-ce qu'elle a eu, pour toi un retentissement important ou peut-être encore aujourd'hui? Ou comment tu la vis cette phrase justement, qui est une phrase iconique en fait du cinéma? Je sais pas si la jeune génération la connaît aussi bien, Mmh. mais jusqu'à il y a 5 10 ans, c'est vrai que c'était la phrase. Alors, d'un côté, je me dis: «Bon, c'était il y a plus de 30 ans, c'est un peu obsolète de dire ça». Mais c'est vrai que là, quand on me demande quel métier je fais et où est-ce qu'on m'a entendu, c'est la première chose que je dis. Parce que c'est quelque chose de tellement connu, tellement, comme tu disais, iconique. Donc là, tout le monde dit: «Ah OK, d'accord» et après j'ai un jeu comme ça, en fonction des personnes que j'ai en face de moi, j'essaie de deviner, j'essaie de profiler quel est, le rôle qui va faire tilt. Parce que souvent, on dit: «Ouais, t'as fait quoi?» «Bah, alors j'ai fait ça» et la personne en face me dit: «Ah OK, d'accord» et puis il y a un rôle qui va faire: «Oh! C'était toi!» et je cherche ce petit moment, c'est vraiment mon grand jeu, de chercher la comment dire? L'émerveillement parce que je trouve ça génial d'avoir en fait, que la personne ne me connaisse pas, ne sache pas qui je suis, ne connaisse pas mon visage ou même ne me reconnaisse pas comme ça quand je parle et que tout d'un coup, cette personne se rende compte que j'ai fait partie peut-être de son enfance, que j'ai marqué, à travers mon travail. Alors évidemment, il y a les réalisateurs, il y a l'image, il y a plein de choses, avant moi, mais j'aime ce déclic, en fait, donc je cherche toujours. Et je te le confirme totalement parce qu'au moment de préparer le podcast, on en a parlé dans l'équipe et j'ai une personne de l'équipe qui, je lui montrais les voix que tu avais faites, Wakfu, dans Overwatch et cetera et en arrivant sur Vanessa Hudgens, elle me dit: «Ah mais j'étais sûr d'avoir déjà entendu Ouais. sa voix» et donc c'est exactement ça. High School Musical, ça fait partie de mon autre carte. Donc j'ai Forrest Gump, après j'enchaîne sur High School, j'essaye un petit peu Walking Dead, comme tu disais, Rosita.
Zelda. J'essaie de savoir si la personne joue aux jeux vidéo. Si elle joue aux jeux vidéo, Ellie, ça marche toujours. Enfin voilà, je tournicote un petit peu et je cherche le moment, ce moment où on va se faire: «Waouh, c'est elle!» Alors pas pour, flatter mon ego, mais parce que j'adore cette étincelle, ce lien qui se crée en fait tout de suite entre nous. Est-ce que toi, à titre personnel, tu es une grande consommatrice de jeux vidéo et ou manga et ou animés japonais? Quels sont tes goûts en matière de pop culture japonaise? Alors, Miyazaki, Studio Ghibli à fond. Ensuite, jeux vidéo, je suis pas consommatrice, je ne suis pas gameuse en tout cas. En revanche, j'ai toujours été entourée de personnes, notamment mes petits copains et mon petit copain actuel, qui ont toujours été des joueurs. Donc j'ai toujours vu du jeu, assisté et été un petit peu, on va dire seconde main de jeux vidéo, mais sans toucher la manette. Donc je suis la personne à côté qui va faire: «Ah mais est-ce que tu as regardé ce truc, par terre?» Voilà, donc j'assiste et en termes de manga et animé, alors oui, j'ai été très consommatrice d'animé quand j'étais, ado, jeune, femme. Ensuite, j'ai une petite, pause, on va dire, où je m'y suis moins intéressée et là, depuis 4 5 ans, je regarde beaucoup, beaucoup d'animés avec mon copain, justement, qui lui est un énorme consommateur. Donc ma culture, a été refaite, voilà. Là, on a passé pas mal de temps à regarder tout Bleach, récemment. Voilà, j'essaie de poursuivre ce que j'avais commencé il y a quelques années. Est-ce que tu regardes des films, séries animées et est-ce que tu joues à si tu quand tu joues à tes jeux vidéo, mais plutôt sur la manière de, comme on disait, de consommer, en Ouais. VO ou en VF? Et par extension, dans ce Ah. débat, éternel entre VF et VO, est-ce que tu prends une position du fait de ton poste, de ton métier? C'est un peu plus compliqué peut-être? Alors, cette question qui paraît très simple, va demander une réponse qui va être un peu compliquée, un peu longue. Basiquement, je préfère regarder en VO parce que j'ai une déformation professionnelle horrible. Je vais regarder en VF quand c'est un gros projet qui, moi, m'a tenu à cœur. Pas forcément un projet hyper attendu, ça peut être aussi vraiment quelque chose qui m'a touchée, qui me tient à cœur et j'ai envie de voir le résultat final. J'ai envie de voir mon travail et le travail des autres, fini. Mais je vais avoir un œil très acerbe. Ça, c'est plutôt la langue qui est acerbe, mais je vais avoir vraiment une critique qui va être très, très haute et ça peut, gêner le côté spectateur. Quand je n'ai pas doublé dans les films ou dans les séries, je préfère aussi la VO parce que je pense toujours à la VF, je reconnais les voix, je suis en train de regarder si c'est synchrone, je suis en train d'écouter le son, le mixage. Donc pareil, ça c'est un handicap en fait pour moi réel de regarder en VF. En revanche, je sais aussi reconnaître une bonne VF et il y a toujours un moment où je vais essayer de switcher et écouter et dire: «Ah OK, c'est cool» ou alors: «Ah non, ça me gêne un peu parce que ça n'a pas été bien fait selon moi». En fait, je suis très exigeante envers mon travail personnel et très exigeante aussi envers l'entièreté de mon métier. Donc je vais facilement critiquer. Pour quelqu'un qui est à côté de moi en spectateur, c'est un peu horrible. Donc parfois, c'est à éviter. Ensuite, mon avis donc ça, c'est mon avis perso et pro, on va dire. Je reviendrai sur ce sujet, de surtout au niveau de ce qui est animé. Je pense que c'est important d'en parler. Mon avis de professionnel. Mais ensuite, en tant que, comment dire? Personne qui fait partie de cette industrie et la question qu'on me pose donc plutôt pro VF, pro VO, bah, évidemment, tu es pro VF parce que toi, tu fais du doublage. Je suis pas pro VF dans le sens où, pour moi, si la culture vous est accessible et si la lecture des sous-titres ne vous dérange pas, évidemment que ce sera toujours mieux en VO. Parce que, c'est le travail du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est le travail, des acteurs et des actrices en original. Ils ont travaillé des semaines, voire des mois sur leur rôle. Parfois, c'est pas bien, hein, je dis pas que c'est toujours très bien, mais si, vous êtes suffisamment si vous écoutez suffisamment d'anglais, par exemple, si c'est en anglais ou de japonais, si c'est en japonais, si la culture vous parle, oui, ce sera mieux en VO, bien sûr. Nous, ce qu'on essaye de faire quand on fait de la VF,
c'est de se rapprocher le plus possible de la VO avec nos moyens, le temps qu'on nous donne, le matériel qu'on nous donne et on essaye de rendre cette VO accessible à tous pour que cette culture qui vient d'ailleurs, soit accessible et facile et qu'on puisse entrer dans l'histoire, qu'on puisse s'identifier aux personnages, qu'on puisse ressentir des émotions avec cette VF. Donc, si la lecture des sous-titres, si la culture de la langue ne vous est pas familière, la VF est super et je trouve ça génial. Mon métier, en fait, je trouve que c'est extraordinaire de rendre tout ça accessible à des personnes qui n'en ont pas forcément la possibilité. Voilà, ça c'est ma réponse sur le côté pro. Ensuite, j'ai aussi une troisième réponse par rapport à spécifiquement l'animation japonaise. Le problème qu'on a eu dans cette industrie et je l'ai constaté et je pense à mon avis, tu as une question là-dessus, donc je vais pas développer sur ce sujet, sur le sujet du fait qu'il y a quelques années, on n'était pas du tout connu et qu'aujourd'hui on devient connu, médiatisé et tout ça. Ça a fait évoluer beaucoup les choses, notamment sur l'attention qu'on porte aux détails des VF. Heu, En ce qui concerne l'animé, il faut savoir qu'il y a déjà, de ça 10 ou 20 ans, l'animé n'était pas traité de la même manière que les autres œuvres et donc les VF étaient de moindre qualité. Elles étaient de moindre qualité parce qu'il y avait pas du tout de budget. Moi, il y a des séries animées que j'ai doublées, que je ne citerai pas ici, que j'ai doublées, où j'ai déjà fait un rôle principal, 12 épisodes, donc une demi-saison, en 2 heures de temps. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de regarder les scènes, que je n'ai pas le temps de les réécouter non plus, c'est-à-dire que je fais mon personnage à la volée et donc forcément, je peux pas être totalement, je peux pas être dedans, je peux pas tout réussir. Mon personnage, à des moments, je vais le faire d'une manière un peu plus exagérée, un peu pas assez. Je vais pas coller à la VO, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter la VO. Ça, c'est des questions de budget qui ne sont pas propres enfin, c'est pas moi qui gère ça. C'est-à-dire que dans mon métier, on me dit: «Viens tel jour, telle heure, enregistrer quelque chose». Je sais pas forcément ce que c'est, ce que ça va être. On me prévient pas si ça va être de l'animé ou autre chose. J'arrive, on me dit: «Voilà, est-ce que tu es d'accord de faire tout très vite?» Et là, soit je dis: «OK, c'est un défi que je relève et j'essaye de faire de mon mieux», soit je dis: «Non» et on a un problème de timing et je sais qu'on va faire perdre du temps. Soit je dis vraiment: «Non», je m'énerve, je pars en claquant la porte et je ne retravaillerai plus jamais avec cette personne. Il se trouve que, bah, peut-être j'ai besoin de cachet ou j'ai besoin d'argent en tant qu'intermittent du spectacle et que je ne peux pas me permettre de dire ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que dans l'animation japonaise, il y a eu des VF vraiment à côté de la plaque pour ces raisons-là. Peut-être aussi parce que cette culture, il y a quelques années, n'était pas aussi, connue et aussi appréciée. Donc peut-être qu'on a traité, certains projets un petit peu comme ça en me disant: «Ouais, bon, c'est du dessin animé, on s'en fiche un peu, on fait vite fait». Aujourd'hui, ça évolue pour mon plus grand bonheur, mais pas encore assez. Moi, j'ai encore envie que ce soit, vraiment de plus en plus qualitatif, qu'on fasse attention. J'ai envie qu'on se rapproche de la culture japonaise, qu'on comprenne la culture japonaise, que toutes les personnes qui travaillent là-dedans, soient impliquées. Voilà, je suis devenue un peu puriste, de tout ça et de la VF et pour moi, même si aujourd'hui on fait vraiment un meilleur travail qu'il y a quelques années, c'est pas encore assez et j'ai envie que ce soit plus que ça encore. J'ai envie qu'on se rapproche du travail des seiyū japonais, heu et je suis hyper exigeante. Voilà, c'était une longue réponse. Mais très intéressante. Hem, Quand tu regardes des séries, des films, si ça t'arrive, où tu as fait le doublage, est-ce que déjà, qu'est-ce que ça fait? Parce que tu es Mmh. habitué à entendre ta voix, mais est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu arrives à rentrer dans l'histoire, dans le scénario, malgré, le fait que ce soit toi qui aies doublé un des personnages? Alors comme je te disais, il faut que je me détache de l'autocritique. Une fois que c'est fait, je vais prendre pour, exemple Arcane où, j'avais très peur parce que le personnage de Jinx, c'est un personnage difficile pour moi et c'est un personnage qui est difficile pour n'importe quel acteur, hein. C'est un On peut le rapporter au personnage du Joker, par exemple, pour Batman. C'est un personnage qui a des problèmes, mentaux, on va dire, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotions.
beaucoup de choses à jouer, c'est très intéressant, mais c'est aussi très casse-gueule. Et en même temps, Arcane, dès que j'ai passé le casting, dès que j'ai vu les quelques images, j'ai su que ce serait une série énorme parce qu'elle est vraiment belle, l'animation est incroyable, la bande originale est incroyable, tout est incroyable. Donc je me suis mis une pression énormissime et d'un autre côté, parfois, j'avais la sensation de pas pouvoir vraiment, fignoler mon personnage. J'avais l'impression qu'on n'avait pas assez de temps, pour vraiment passer, dessus, repasser sur certaines choses et tout ça. En même temps, c'est compliqué d'y passer du temps parce que c'est un personnage qui est très impulsif et donc parfois le premier jet reste le bon, il faut pas se prendre la tête. Mais j'étais très curieuse de voir la le résultat final. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on enregistre que ses parties à soi. On voit pas tout. Donc moi, je voulais connaître l'histoire, je voulais voir les autres persos, je voulais voir comment ça s'imbriquait, en plus de vouloir observer le résultat de mon travail et autocritiquer le résultat de mon travail pour pouvoir m'améliorer plus tard. Heu, Ça me fait pas bizarre d'entendre ma voix ou d'entendre un personnage parce que déjà j'ai l'habitude et puis c'est pas comme quand on se voit en train d'être filmé au naturel. On travaille son personnage, on pose sa voix, quand on est en studio, on se réécoute aussi. Et donc, passer la première surprise de s'écouter soi-même, que beaucoup de gens ont comme ça, quand, je sais pas, quand tu fais une story ou quand quelqu'un d'autre te filme à ton anniversaire, ce genre de choses, ça fait toujours un peu bizarre. Là, c'est quelque chose qui est devenu complètement naturel pour moi, il y a pas de souci. Par contre, je vais toujours être en train de me dire: «OK, là, ma voix, je l'ai bien placée. Est-ce que là, j'ai été synchrone? Est-ce que là, j'ai bien joué telle émotion?» Je vais toujours être, en train de réfléchir à tout ça. Donc ça me fait pas bizarre, mais j'ai toujours quand même une espèce de petite distance et ce côté, un peu relou de s'auto-analyser. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est là où je voulais en venir sur Arcane, c'est que moi, sur la saison 1, j'ai mon personnage vit une histoire, sans vouloir spoil si, vous ne l'avez pas encore regardée. Si vous l'avez pas regardée, il faut la regarder cette série. Hem, Mon personnage vit une histoire et donc pour moi, les choses étaient assez tristes. Et j'avais dit à mon copain, j'avais un peu, teasé comme ça en disant: «Tu verras à la fin, c'est super triste et tout». Et en tant que spectatrice, j'ai pas eu le même ressenti. Parce que mon personnage vit quelque chose, mais en tant que spectateur, on n'est pas forcément, on a une empathie, mais voilà, sans vouloir trop en révéler. Heu, donc c'était très intéressant et c'est ce que j'aime quand je regarde, une œuvre que j'ai doublée, parce que j'ai une, comment dire? J'ai une vision en tant qu'actrice ou un investissement émotionnel en tant qu'actrice qui n'est pas le même une fois que je serai spectatrice. Et donc, de quand même profiter de l'œuvre en tant que spectatrice sera toujours intéressant. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le morceau doublage de notre entretien. OK. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer les différents types, alors assez succinctement, mais différents types de doublage? Tu parlais d'animation finale, d'animatique, pardon, de texte seul. Est-ce que tu peux, voilà, succinctement nous donner un petit peu les différences de comment on crée du doublage, en fait? Alors, la manière la plus simple, ça va être une, société qui a une de production, a produit son film, veut la localiser ailleurs dans le monde. Elle va dire: «Voilà, moi je veux des versions». Donc elle va faire une espèce d'appel d'offres et elle va s'adresser à des studios, heu, qui vont faire un budget et qui vont proposer, voilà: «Moi, je vous fais votre film en tant de jours, machin, machin». Ça, c'est des histoires qui, moi, me concernent pas. Ce qui va être le plus simple, ça va être que on va m donc comme je te disais, on va m'appeler, je vais arriver, ça va être peut-être, un truc américain, imaginons un téléfilm de Noël. Heu, c'est vraiment le la base et je vais avoir donc cette image, ce son, original en anglais et je vais regarder une première scène avec le texte qui défile en dessous. Donc si je parle pas bien la langue ou si je la parle pas du tout, j'ai tout de suite la traduction, sous les yeux. J'ai pas de texte en avance, je sais pas ce que je vais faire en avance, encore une fois, je n'ai pas de préparation de rôle. Je regarde ma scène, OK, on me fait un petit brief, on me dit: «Voilà, toi tu fais tel rôle, elle s'appelle,
Stella, j'en sais rien. Et il lui arrive ça, elle a perdu son frère, c'est bientôt Noël, elle est malheureuse et go. Et donc je vois ma scène, j'enregistre dans ma tête un petit peu toutes les émotions, ce qui va se passer, les respirations, les différentes choses techniques. Et puis, on va se lancer sur l'enregistrement tout de suite et je vais tout de suite balancer un petit peu tout ce que j'ai enregistré, essayer de rentrer dans le rôle. Et puis, si ça a bien fonctionné, on vérifie, on écoute et puis on passe à une scène suivante. Donc ça, c'est vraiment le truc basique. Il y a, comme je te disais, parfois, de moins en moins heureusement, mais ce moment où on te dit: «On y va direct, tu n'as rien vu, voilà», c'est horrible parce qu'on fait de l'impro. Cette technique-là, elle est vouée à disparaître, j'espère. Même si elle est intéressante, hein, au niveau de challenge, c'est très, très intéressant à faire. Mais je trouve que c'est pas bien pour le respect de la VO. Nous avons le jeu vidéo. Alors là, c'est complètement différent. Le jeu vidéo, parfois, il y a pas du tout de visuel ou alors juste un dessin, le chara-design. C'est-à-dire qu'on voit le personnage, on te dit: «Voilà, ton personnage, c'est une telle», on te montre la tête et ensuite tu as un fichier Excel avec, le texte anglais d'un côté pour la référence, le texte français que tu as à dire et tu as un autre écran avec la forme d'onde et donc tu écoutes la forme d'onde en anglais. Imaginons c'est Overwatch et c'est Mei. J'ai, la voix en anglais de Mei avec la forme d'onde de Mei et quelques secondes plus tard, genre 1 ou 2 secondes plus tard, j'ai une forme d'onde fantôme et je dois me synchroniser grâce à cette forme d'onde. Donc ça va être une autre technique. Il va y avoir aussi la voice over. La voice over, c'est quand on entend l'original et qu'on parle par-dessus avec une voix un petit peu neutre. Donc là, on se réfère souvent au time-code. Donc on a un texte devant nous ou une tablette. On a les time-codes avant les dialogues et on repère, donc on nous dit pareil. À chaque fois, il y a ce brief, hein, à chaque fois, on nous dit qui on va être, ce qu'on fait et tout. Et là, donc sur ce texte, je vois le time-code, je vois mon dialogue, je regarde à l'image le time-code, j'entends un petit bout de l'original et je me lance et j'essaye de suivre le rythme de la personne. C'est hyper compliqué à faire ça. Et puis il y a la création, donc c'est peut-être ce sur quoi tu avais envie que je parte. La création de voix, donc ça peut être par exemple pour Wakfu, où on va avoir soit un storyboard, soit juste un scénario, soit parfois une image. Et là, on n'a pas de référence puisque c'est nous les créations de voix et on peut s'amuser à proposer des choses, à proposer, une personnalité, à voilà, jouer un rôle, sachant que là, on n'est pas non plus c'est pas, carte blanche. On a, donc, ce brief toujours. Il y a toujours le réalisateur ou la réalisatrice sur place quand c'est de la création, plus le directeur artistique ou la directrice artistique, et on va être un petit peu encadré dans cette recherche-là. Et là, au niveau technique, ben, soit on a une bande rythmo, soit on n'en a pas, soit c'est vraiment que un texte et on imagine tout dans la tête. Le point commun de tout ça, et en fait, c'est la base de mon métier, donc tu as plein de difficultés techniques, mais ce qui va être le plus difficile finalement et le plus important, ça va être de jouer le rôle et d'interpréter le rôle. Et donc, tout se passe dans la tête et dans l'imaginaire. Quand je commence un rôle ou quand je crée une voix, je pense pas à «Oh, quelle voix je vais faire?» Si, je vais peut-être me dire: «Bon, bah, là, le personnage est jeune, donc il faut une voix un peu jeune, il faut une voix un peu aiguë si c'est un personnage comme ci, comme ça, ou plus grave si c'est un personnage comme ci, comme ça». Mais je vais surtout imaginer quelle est la vie de ce personnage et même si on m'a fait un brief, je comble les trous dans ma tête et j'essaye d'imaginer un petit peu toute sa vie, ce que cette personne a traversé, quelle est sa personnalité, comment elle s'est construite. Je réfléchis à tout ça et puis voilà, il y a une voix qui sort. Alors comment est-ce qu'on travaille sa voix? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu fais des exercices quotidiens? Est-ce que tu as une routine pour prendre soin de ta voix? Ou même peut-être des interdictions comme fumer ou crier, un peu comme les chanteuses? Est-ce que tu as voilà, quelle est ta routine de travail de ta voix? Alors, j'évite d'aller en boîte ou dans un parc d'attractions la veille d'un gros doublage pour éviter de me péter la voix. Après, j'ai beaucoup de chance. J'ai une voix très robuste, des cordes vocales musclées, et je me casse pas facilement la voix. Et je suis très peu malade aussi, donc de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance, je touche du bois. Hem, je ne fais pas d'exercice en particulier parce que j'ai de la chance
Je travaille tous les jours, donc ça reste entraîné. Mon outil reste entraîné, on va dire, tous les jours ou presque. Heu, Mes recommandations pour une personne qui se lancerait, par exemple, en tant que comédien, de voix. Alors, c'est déjà d'apprendre à jouer la comédie, donc ça, c'est vraiment on n'arrête pas de le dire et voilà, on le redit toujours. Et ensuite, pour travailler sa voix, ben, c'est des techniques de comédien, c'est-à-dire lire un texte, interpréter un texte, faire des exercices de diction, plein de choses comme ça. Et moi, je trouve que faire du livre audio, c'est un très bon exercice. Donc c'est ce que je recommande, pour s'entraîner, parce qu'on doit faire plein de personnages différents, on doit faire de la compréhension de texte, on doit articuler bien, parler longtemps. Donc c'est vraiment un exercice très complet et c'est ce que je recommande. Quand j'étais petite, j'enregistrais mes BD de Tintin sur, sur des magnétos et je faisais même des petits bruitages et tout et voilà et je pense que c'est un bon exercice. Pas forcément de faire des bruitages, hein. Je prenais des mignonnettes que j'avais, chourées quelque part et je versais, parce que je pensais que ça avait un son différent, je versais, de l'alcool dans des verres, parce que le capitaine Haddock, il servait des verres. Bon, vous êtes pas obligés d'aller jusque-là. Combien de temps ça dure en moyenne l'enregistrement d'un doublage? Alors tu nous as dit que certaines fois tu arrivais et qu'on te disait: «Tu as 2 heures seulement pour faire ce personnage». Mais, en moyenne, en général, est-ce que voilà, on a une durée par exemple, je sais pas 3 épisodes par journée ou, Mmh. est-ce qu'on vous laisse quand même le temps de vous imprégner pour le doublage, de refaire des scènes ou, en gros, est-ce que c'est chronophage d'enregistrer un doublage? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que généralement, on va enregistrer que notre partie à nous. Donc, plus on parle et plus ça va prendre du temps. Heu, c'est un peu inquantifiable. Hem, mais quand je suis toute seule, alors ça va être très technique, je vais essayer d'expliquer tout ça, mais quand je suis toute seule, je suis aux alentours de 70 lignes à l'heure, si je veux faire un travail un peu «correct» entre guillemets. Une ligne c'est une ligne de texte, c'est un ensemble de caractères de entre 30 et 40 caractères, je sais plus le chiffre exact. Donc c'est des petites phrases, on va dire. Mais ça veut rien dire parce qu'on peut avoir 70 lignes d'un texte très facile à dire et on va mettre moins d'une heure. 70 lignes de quelque chose de très, très compliqué avec de l'émotion, des larmes, des choses à jouer. Donc, heu, ça, c'est vraiment le travail de la direction artistique, de définir quand l'œuvre est arrivée, c'est-à-dire que la personne va regarder déjà le film en entier, imaginons si c'est un film, et va dire: «OK, moi je pense qu'il faut tant de temps pour enregistrer». Et après, c'est un dialogue avec la production. Est-ce que je peux avoir tant de jours? Oui, non. Mais ça va être compliqué parce que là, par exemple, j'ai un téléfilm de Noël, mais à un moment donné, ils passent, c'est sur le Père Noël et des lutins et ils sont sur le marché de Noël. Il y a plein de voix additionnelles, il y a plein de personnages. J'ai besoin de plus de temps pour enregistrer toutes ces petites choses. Heu, Si c'est un film un peu plus d'auteur qui se passe en huis clos, évidemment, alors oui, il faut peut-être prendre du temps pour jouer certaines scènes, mais en même temps, il y a moins de personnages, c'est moins compliqué, donc peut-être moins de jours. Donc tout ça, c'est vraiment un truc, je peux même pas t'expliquer, en fait, comment est fait le calcul. En revanche, en moyenne, heu, pour par exemple, un animé, on va enregistrer 2 ou 3 épisodes par jour. Je dis peut-être des bêtises parce que moi, je suis toute seule. Je vais enregistrer 2 ou 3 épisodes en une demi-journée en rôle principal. C'est donc du 20 minutes. On peut dire que en règle générale, on fait tu vois, c'est très compliqué comme question. On fait entre à peu près 40 minutes, je dirais en moyenne 40 à 50 minutes par journée d'une œuvre. Heu, vraiment, en général, un film cinéma, ça va être beaucoup plus que ça. Un film cinéma, on va, travailler une scène qui dure à peu près 1 minute en un quart d'heure, voire plus. Donc c'est un temps qui est énorme pour 1 minute. Après, il faudrait faire le calcul. Je laisse les mathématiciens, mathématiciennes, faire. C'est pas mon fort. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir des trucs sur la longueur. Par exemple, j'ai organisé n'importe quoi. J'ai enregistré
un jeu vidéo qui s'appelle Hogwarts Legacy, sur le monde, de Poudlard et tout ça, le monde des sorciers. Et il y a eu 2 ans d'enregistrement. Alors je travaillais pas tous les jours pendant 2 ans. Je venais faire 1 ou 2 sessions par mois, mais ça a quand même duré 2 ans. Donc c'est tout dépend de l'œuvre, tout dépend de est-ce que je dois beaucoup parler? En fait, plus je parle, plus, évidemment, il faudra du temps. Donc si je comprends bien, en t'écoutant, on apprend que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu contre-intuitif, mais il y a peu de moments où vous êtes plusieurs à enregistrer simultanément. C'est-à-dire Mmh. quand tu as une scène où il y a des allers-retours entre des personnages, toi tu fais ta partie, l'autre comédien ou comédienne fait sa partie de son côté, et après Mmh. c'est en montage post-prod que ça s'additionne. Mais est-ce que c'est pas Exactement. plus compliqué pour toi, en tant que comédienne, d'interagir en fait? Parce que la scène, c'est quand même une interaction entre deux personnes. Il y a 2 écoles. Ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a été confinés et qu'il y a eu covid et tout, on a pris l'habitude d'enregistrer seul. Avant, c'était un peu moins le cas. On enregistrait beaucoup en groupe ou au moins par 2 ou par 3. Heu et finalement, d'enregistrer seul nous permet d'optimiser un petit peu, en tout cas au niveau de la production. Là, je parle pas en termes d'efficacité du comédien ou de comment ça se passe ou d'amélioration du jeu. C'est vraiment là, on est dans les chiffres, on est dans la production. Encore une fois, c'est des choses qui, moi, me concernent pas et où j'ai pas de prise, en fait, là-dessus. Je peux pas exiger d'enregistrer dans certaines conditions ou d'autres conditions. Pour moi, en tant que comédienne, maintenant que je suis aguerrie, on va dire, je peux enregistrer toute seule. Je fais le dialogue de l'autre dans ma tête, donc ça me rajoute, en fait, quelque chose dans ma tête que je dois construire. Ou alors, parfois, les autres personnes ont déjà été enregistrées, je peux les entendre. Donc j'ai un casque, ce qui est souvent le cas en jeu vidéo. En jeu vidéo, on a une contrainte technique, on peut enregistrer que seul puisque le fichier doit être isolé. Le fichier son doit être absolument isolé. Il peut pas y avoir de bruit, de respiration, autre chose avec, donc ça n'a pas d'intérêt d'être ensemble, à part celui de jouer bien la comédie ou de se répondre. Et puis après, parfois, on peut, hem, être avec des personnes avec des niveaux différents de jeu, en tout cas d'actorat, qui font que je pense que pour la direction artistique, c'est parfois compliqué de gérer plusieurs personnes. On reste des comédiens, des acteurs, des actrices. Chacun a sa sensibilité. Il faut gérer aussi tout ça. Et je pense que c'est plus compliqué quand il y a un groupe. Comme ça, on peut, si on est avec l'acteur tout seul, on peut se concentrer sur son jeu à lui. Et la personne n'est pas distraite. La personne n'attend pas que quelqu'un d'autre ait fini sa scène. Donc, ça permet peut-être de mieux se concentrer. Après, pour nous, parfois, c'est plus fatigant aussi parce que on enchaîne pendant parfois des heures tout seul. Et c'est plus difficile. Mais c'est quelque chose qui a vraiment récemment évolué. Je peux pas te dire si c'est vraiment bien ou pas bien, parce que je prends dans sa globalité le fait que ça puisse être bien en termes techniques ou de production. Mais je trouve que c'est toujours en fait, personnellement, je trouve que c'est toujours mieux. Plus on a de temps, plus on est ensemble, plus on va créer quelque chose de très humain, de très organique, très naturel. Peut-être qu'on n'aurait pas, en étant tout seul tout le temps. Donc voilà, je suis un peu partagée à ce sujet. Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs de doublage? Alors tu peux peut-être pas forcément tout nous raconter, Non, mais peut-être 1 ou 2 anecdotes sur des moments qui te sont restés en mémoire comme ça? j'en ai plein des bons moments. Heu, j'ai des moments, surtout d'équipe. Donc là, on revient au côté, groupe. High School Musical, on était ensemble. On sortait des studios en chantant les chansons que personne connaissait encore. On ouvrait les portes des studios, on était: «What time is it?» On n'arrêtait pas pour ceux qui connaissent. On était vraiment à fond dedans. Ça, c'est des beaux souvenirs. J'ai aussi, des moments qui m'ont marquée avec des rôles, Nausicaa, par exemple. Nausicaa, c'est un rôle qui m'a beaucoup marquée, que j'ai adoré faire et des souvenirs d'enregistrements incroyables où on avait le temps justement de travailler et si j'avais envie de refaire, 12 fois ma scène, j'avais le droit de refaire 12 fois ma scène. On était en train de chercher la moindre petite chose, la finesse. J'arrivais très tôt le matin, je repartais tard le soir, je voulais jamais partir en fait, je voulais jamais que ça s'arrête.
Parfois, je suis triste quand un projet se finit. J'en ai plein comme ça. Ellie, The Last of Us aussi, personnage vraiment qui m'a marqué énormément et enregistrement, pareil, dans des conditions de rêve. Voilà, c'est en fait, je pourrais te citer à peu près toutes les fois où ça a été des bonnes conditions de travail, avec une équipe cool, avec des gens qui étaient hyper investis et où j'ai eu un rôle à jouer, à défendre qui me plaisait énormément. Donc il y a énormément de projets, je peux pas tous les citer. Zelda, incroyable aussi, comme expérience. En mauvais souvenir, moins bon souvenir, j'ai plus, encore une fois lié à l'humain, parfois des mauvaises ambiances de travail, pas forcément avec moi parce que j'ai personne avec qui, je me suis mal entendue, ça m'est très peu arrivé. Mais plus, ouais, des ambiances un peu plus pesantes ou des moments où moi-même j'étais frustrée parce qu'on allait trop vite, c'est un petit peu le sujet que j'ai évoqué, auparavant. De pas avoir la sensation de bien faire mon travail, ça me gêne énormément, ça me frustre et je suis ronchon. Et puis, un des «pires souvenirs» entre guillemets, c'est pas vraiment, lié à ça, c'est plus de manière générale, j'ai travaillé sur les feux de l'amour et ça, c'est un souvenir qui est pas très heureux pour moi. Même s'il y a eu plein de choses super, parce que j'ai passé plusieurs années, mais c'était pas nourrissant, au niveau artistique. Hem, J'avais une sensation d'avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Ça a été un gros challenge que je pense avoir réussi à relever et ce qui est cool, c'est que ça m'a apporté plein d'armes parce qu'il y a plein de soucis techniques qu'on doit compenser. Le fait que les acteurs jouent mal, le fait que le texte et les situations soient répétitives, pas forcément très bien amenées, ça forge beaucoup en tant que comédienne de doublage. Donc ça, c'est cool, mais j'y allais un peu à reculons, j'étais pas très heureuse. Voilà, donc ça, c'est le moins bon souvenir, on va dire. Est-ce que tu ressens une différence en tant que professionnel, entre le doublage d'une œuvre américaine et d'une œuvre japonaise? Et dans un sens peut-être un petit peu, plus précis, pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que tu penses toi, tu parlais des seiyū tout à l'heure, du doublage japonais, est-ce qu'il y a une différence avec le doublage français? Alors la question est multiple, hein, tu m'excuseras. Je pense qu'il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence, en termes d'investissement, de respect, de plein de choses qui sont liées, comme je l'ai évoqué, hein. C'est pas parce que c'est pas seulement parce qu'à certains moments, on met pas assez d'intérêt dans le projet, en tant qu'artiste. C'est aussi parce qu'il y a pas la production derrière qui va dire: «OK, attention, cette œuvre est vraiment» à part pour, Miyazaki, voilà, c'est un peu l'exception. «Attention, cette œuvre, il faut vraiment la chouchouter, il faut vraiment, on va donner du temps, on va donner du budget parce que là, il faut faire un truc vraiment bien». Les Japonais, je pense qu'ils ont pas du tout cette façon de travailler-là. En plus, eux, en ils sont dans la création de voix. Ils travaillent comme au théâtre, ils vont recevoir leur scénario, ils vont travailler leurs personnages, ils vont peut-être avoir des images, ils vont avoir des supports sur lesquels s'appuyer pour jouer et ils vont enregistrer d'une certaine manière. Alors peut-être que je me fais des illusions et des idées et que c'est utopiste. Pour l'instant, je connais pas suffisamment le milieu de l'enregistrement de doublage, japonais. C'est pas du doublage d'ailleurs, de enregistrement tout simplement de voix. Je sais pas d'ailleurs quand ils font du doublage comment ça se passe, parce que c'est encore autre chose. Création, comme je disais, pour nous, le travail sur la création et le travail sur le doublage, c'est 2 choses un petit peu différentes. J'ai eu l'occasion de comparer, par exemple, j'ai écouté High School Musical en japonais, c'était super bien fait. J'adorerais, bah, là, justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je vais, peut-être avoir la chance d'aller voir comment ça se passe dans les studios japonais, donc je suis très, très curieuse. Je peux pas trop en parler justement parce que je connais pas suffisamment, mais connaissant la culture japonaise, connaissant les Japonais, je pense qu'ils prennent le temps de faire ça très bien et c'est ce que je voudrais pour nous et je pense que ça va arriver peut-être aussi par le biais de la notoriété sur notre travail et la lumière sur notre travail qui va faire qu'on va y porter plus d'attention et que avoir plus de budget, plus de temps. Les Américains, je sais pas trop, je sais que pour tout ce qui est animation, justement création de voix, si on parle que sur la création de voix, ils ont aussi une technique différente. On a déjà vu, qui se souvient de Hugh Jackman,
dans son studio, là, qui fait des grands gestes pour Wolverine, qui enregistre ses voix et tout, sa post-synchro. Euh, mais encore une fois, on parle de gros projets avec des gros budgets. Donc je pense que tout le monde fait un petit peu de son mieux et que quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, la voix est quand même quelque chose de très intéressant à travailler pour tous les acteurs du monde. Je pense qu'on serait tous d'accord si on était des échantillons à être interviewés pour dire que faire de la voix, c'est quand même particulier et qu'en même temps, ça apporte énormément de choses au niveau du jeu parce que généralement, on ne doit pas se poser de questions. Ça nous apprend, en tant qu'acteur, à se lancer dans un texte d'une manière assez rapide, à comprendre un personnage rapidement, à construire un personnage rapidement, et puis à faire parfois des choses farfelues. Si on fait de l'animation, parfois on fait des choses complètement farfelues et c'est très drôle. Ça nous sort de notre confort aussi. Donc je pense que c'est universel, en fait, ça. Quand tu doubles un rôle qui a déjà une VO, c'est-à-dire quand tu fais une localisation, comment tu arrives à trouver ta place? C'est-à-dire, est-ce que tu dois t'inspirer alors, est-ce qu'on te laisse le choix parfois? Est-ce que tu dois t'inspirer de la voix originale? Ou est-ce qu'on te dit justement: «Apporte-y ta touche»? Comment tu fais pour trouver ta place dans justement le doublage d'une voix qui existe déjà? L'idée, justement, en tout cas selon moi, c'est de pas nécessairement essayer à tout prix de laisser ma marque ou de faire, un truc différent. C'est mon état d'esprit. Je dis pas que c'est pour tous les comédiens et comédiennes de doublage le même état d'esprit. Je veux me fondre totalement dans le jeu de l'actrice, dans ce qui a été fait en original. Après, c'est le casting. Si on m'a casté sur un personnage qui a une voix plus âgée que moi, par exemple, ou plus jeune, je vais vraiment essayer d'aller chercher ce timbre de voix pour coller à l'original, faire un raccord, un match voice, comme on dit. Il arrive parfois qu'on nous donne une instruction un peu contraire, qu'on nous dise, voilà, on n'est pas très fan de la manière dont ça a été fait, ou on a des instructions pour que ce soit fait différemment. Mais encore une fois, je vais aller chercher, à respecter les instructions qu'on me donne. Donc je suis vraiment un outil, je suis comme un instrument. Ce qui va changer, ça va être, ben, moi, mon timbre, ma façon d'interpréter les émotions. Ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise, que je peux complètement changer. Donc j'ai une façon de parler ou une façon d'interpréter certaines émotions qui me sont propres. Mais mon intérêt, ça va justement être de pas toujours reproduire la même chose. J'adore varier, j'adore faire quelque chose de différent à chaque fois, proposer quelque chose de différent. Tu pourras pas me faire un meilleur compliment que de me dire: «Je t'avais pas reconnu dans ce rôle». J'ai pas envie qu'on me reconnaisse, j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi. J'ai envie qu'on soit dans l'histoire tellement à fond qu'on en oublie que moi je suis derrière et que j'ai travaillé derrière. Donc mon objectif, ça va pas être de me démarquer et de faire un petit truc différent, de montrer que j'existe, non. Je veux vraiment être, le personnage comme il a été imaginé, créé et essayer d'y apporter, le plus de sincérité possible. J'ai vraiment ce truc de moi, ce qui m'intéresse, c'est, faire des rôles assez forts pour transmettre une émotion. Ça peut être une émotion positive comme une émotion négative, ça peut être un rejet, ça peut être, heu, une tristesse, voilà. C'est ça que je vais chercher et c'est plutôt cette question-là que je me pose quand j'arrive en studio, que je regarde une scène et là je me dis: «OK, comment je vais faire pour que cette scène, elle soit sincère, crédible? Comment je vais rendre justice à la VO, me fondre dans ce personnage?» Voilà, c'est toute la question que je me pose, elle est là et je pense pas du tout à, comment transformer ou apporter ma touche. C'est la petite nuance. Est-ce que tu as des modèles dans le métier, des gens que tu admires, que tu aimerais rencontrer si ce n'a pas déjà été fait, ou peut-être même avec qui tu aimerais travailler? Ou alors est-ce que tu as, déjà, eu la chance de travailler avec toutes les personnes avec lesquelles tu voulais travailler? Hem, J'adore Féodor Atkine, la voix de Jafar Je vous présente mon grand vizir, Jafar, et il est également enchanté. Extatique. et la voix de Docteur House. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans sa façon de travailler, dans son intelligence. En fait, j'aime beaucoup les gens intelligents, qui vont, saisir
des petits détails qui vont jouer un petit haussement de sourcil, qui vont jouer ce genre de choses. J'admire énormément les seiyuu japonais. Je trouve que c'est incroyable comment ils travaillent et j'ai très envie de mieux connaître cette culture-là, à travers la langue, à travers la culture, à travers plein de choses. On y viendra plus tard. Hem, mais par contre, j'ai pas, une attitude de fan parce que comme je suis entrée dans ce milieu-là très, très jeune, je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds et j'avais aucune référence. Donc c'est pas du tout comme quelqu'un qui arriverait aujourd'hui, avec cette connaissance un petit peu du métier, à se dire: «Ah mais attends, j'ai vu tel film, je connais telle voix, je connais même le nom du comédien, ça me fait quelque chose d'être à côté de cette personne». Non, moi j'ai grandi vraiment dans ce milieu, donc j'ai forcément un aperçu un peu différent, une sensation différente. Heu, il y a des personnes avec qui j'adore travailler, plein, 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 mais je suis pas forcément en admiration devant un travail. Par contre, je vais être toujours en observation, c'est-à-dire que c'est aussi ce que je regrette d'être toute seule, c'est que je vois pas les gens travailler et je peux pas être inspirée. Parfois par: «Ah mais toi tu fais comme ça, cette façon, de jouer telle émotion ou cette façon de respirer peut-être ou de crier, de» voilà, c'est toujours inspirant et il y a évidemment des personnes très, très fortes. Boris Rélingé par exemple, très fort aussi, des gens très, très, qui saisissent beaucoup de choses, très vite. Heu, il y a forcément des femmes aussi, Céline Monsara, j'adore ce qu'elle fait. Enfin voilà, mais je suis pas fan. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment plus me concentrer sur, moi, mon travail, comment bien faire mon travail et ensuite, si j'ai l'occasion d'être avec d'autres personnes ou d'écouter d'autres personnes, ça va me servir plus d'inspiration. Mais je vais pas, avoir, moi une liste à cocher de personnes avec qui travailler ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs rôles que tu aurais aimé doubler? Alors, sans remuer le couteau dans la plaie, j'espère, peut-être même des castings sur lesquels tu n'aurais pas été retenu ou à l'avenir des voix que tu aimerais faire? J'aimerais beaucoup faire une Tomb Raider, et j'aimerais beaucoup faire une héroïne, Marvel. Ça serait super. Bon ça, c'est vraiment, parce que je chipote, mais j'ai déjà un beau, beau, beau palmarès et ma carrière pourrait s'arrêter maintenant que je serais très heureuse et que je n'aurais aucun regret. Oui, tu remues le couteau dans la plaie, j'ai passé des castings récemment que je n'ai pas obtenus et ça fait partie de mon métier. Heu, pour même ne rien te cacher, j'ai passé 5 castings que j'ai ratés. C'est, je crois, ma pire, heu, saison noire, mais c'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres et oui, forcément, je regrette. Parfois, je regarde des films, je vois des rôles et je me dis: «Ah, j'aurais pu faire ce rôle, pourquoi je l'ai pas fait?» J'aurais aimé faire, Hermione Granger, ça c'est mon grand regret dans Harry Potter. Je me suis un peu vengée avec Hogwarts Legacy, mais quand même, j'aimerais beaucoup qu'on me contacte, je crois qu'il y a une série, sur Harry Potter qui va sortir, mais j'aimerais voilà, j'adorerais qu'on me contacte et ça se trouve, on me contactera pas. C'est pas grave. Mais voilà, oui, j'ai toujours plein d'envies et plein de choses à jouer, et la passion est toujours là et sera toujours là, je pense. Bon, désolé d'avoir Je remué le suis trop couteau dans la triste. plaie. Je passe un Sans casting, le 23, pensez à moi. allez, on croise les doigts. Peut-être que celui-là, le 6e sera peut-être le bon. Sans évidemment nous dévoiler tes revenus, tu disais que tu travaillais quasiment tous les jours. Tu avais Mmh. cette chance du fait de ta notoriété et de ta compétence, bien sûr. Est-ce qu'on peut vivre du doublage? Et si oui, est-ce que vous êtes nombreux à pouvoir le faire? J'imagine que non, mais Mmh. C'est un métier très compliqué. C'est un métier artistique. Donc c'est exactement comme chanteuse, chanteur, danseuse, danseur. Ce style de métier, beaucoup de personnes ont envie de le faire, surtout maintenant, en ce moment. C'est complètement bouché parce que beaucoup de gens veulent faire et il y a un petit peu moins de travail actuellement. Heu, c'est très compliqué de démarrer. Encore une fois, il y a pas d'agence, il y a pas vraiment d'école. Ça commence, ça balbutie, mais la formation est compliquée. On vous demande d'être acteur à la base et d'avoir fait du théâtre, un conservatoire. On vous demande d'être suffisamment entraîné techniquement. C'est pour ça aussi qu'on entend un peu toujours les mêmes voix, c'est parce que finalement on n'est pas si nombreux que ça à maîtriser totalement la technique et la technique de jeu et la technique tout court.
et on a une obligation de résultat et de rapidité dans notre résultat. Donc c'est très compliqué. C'est comme si, on vous disait: «Ben, tu veux être chanteuse ou chanteur, OK, il faut que tu sois prêt à enregistrer un album demain». C'est la même chose, mais par contre, tu sais pas comment t'entraîner, tu sais pas par où passer, tu sais pas qui contacter. Enfin, voilà, c'est très difficile. On peut en vivre, on peut réussir. Je pense que c'est tout à fait possible, à n'importe quel âge. Heu, mais il faut s'accrocher, il faut avoir, je pense, du talent et en même temps aussi avoir la force, sociale d'aller voir les gens et de dire, d'aller contacter des personnes qui travaillent dans ce milieu et de dire: «Voilà, moi j'ai fait ça, regarde ma démo, écoute ma démo, hem, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux venir travailler avec toi?» Mais il faut pas être trop insistant non plus. Enfin, c'est très, très compliqué. Heu, Ensuite, merci l'intermittence du spectacle parce que quand on a commencé un petit peu à avoir des cachets et tout ça, on peut avoir une indemnisation chômage qui nous permet de tenir le coup et de pouvoir, travailler un petit peu, gagner un peu d'argent. Souvent au début, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire du mi-temps, faire notre travail à côté et puis, essayer de se débrouiller. Voilà, c'est jamais facile. Moi, j'ai vraiment eu un cheat code. J'ai commencé très jeune. Alors je dis pas que ça a été super simple parce que d'un autre côté, j'ai pas fait d'études, j'ai pas été scolarisée. Heu, je suis devenue adulte très tôt et j'ai beaucoup sacrifié pour ce métier. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu à démarcher, à demander du travail. Ça, c'est un truc de ouf. Donc tout est possible, faut s'accrocher, c'est un métier artistique. Voilà, en résumé. Bon, et dernier sujet qui fâche, parce qu'on va pas non plus faire tout le podcast là-dessus, mais on a vu récemment passer des vidéos sur, Twitter, Mmh mh. X, récemment de, doublage fait par IA, Mmh mh. ce qui est assez inquiétant. Quel est ton avis là-dessus? J'ai pas d'avis à proprement parler. Je suis inquiète évidemment, dans le sens où je suis inquiète qu'on me vole ma voix. Je suis inquiète qu'on se serve de mon travail et vraiment du timbre de ma voix pour créer quelque chose sans mon accord. Ça, c'est quelque chose que je peux pas maîtriser. Hem, Si ça passe «inaperçu» entre guillemets, bon, ben, je pourrais rien y faire. J'ai de la chance, je suis privilégiée en tant que personne, qui a une certaine notoriété aujourd'hui parce que je pense qu'on va moins vouloir s'attaquer à moi et à mon timbre de voix parce que mon timbre de voix, peut-être qu'on va le reconnaître et on va dire: «Attention Adeline, j'ai entendu quelque chose, j'ai l'impression que c'est pas vraiment toi ou que ça a été, est-ce que c'est toi qui as fait ça ou pas?» Après comme j'ai beaucoup travaillé en 30 ans, ça pourrait passer inaperçu quand même. Donc c'est ça qui m'inquiète, ça c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Heu, D'un point de vue professionnel, ça m'inquiète qu'on se serve d'IA et qu'on enlève de l'humanité, mais ça dépend quelle IA. Le problème, c'est que si demain, on crée une IA qui est capable de transférer ton timbre de voix en tant qu'acteur, te mettre à l'image avec ton jeu, en fait, si ton jeu d'acteur est, reproduit à la perfection et que ça fonctionne avec la culture du pays, je peux rien dire. Je vais pas dire à un acteur qui a travaillé des mois, des années peut-être sur un rôle, je vais pas lui dire: «Écoute, laisse tomber, moi je fais ton doublage, je le fais en une semaine, et je veux que ce soit moi». Donc si l'IA permet en fait de vraiment, heu, garder l'humanité du jeu original et juste de transformer la langue, je je serais obligée de dire: «OK». Si par contre on déshumanise parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus facile, plus rapide et que le résultat il enlève, le côté artistique, le côté, intéressant de ce qu'on fait, ben, là, c'est dommage, mais ça, c'est pas à moi de décider de le faire ou pas. C'est au public et encore une fois, grâce au fait qu'on soit mis en lumière, grâce au fait qu'on soit de plus en plus dans la notoriété et médiatisé, je pense que ça nous protège et moi, je milite pour ça. Je milite pour que les comédiennes et les comédiens soient visibles sur les réseaux sociaux, fassent des vidéos, se montrent, parlent de ce métier, qu'il y ait plein de choses qui soient créées autour de ça, qui est, bah, comme on est en train de le faire là, des podcasts,
des vidéos, des interviews et qu'on montre qu'on est passionné de ça, qu'on y met notre âme, qu'on fait un vrai jeu d'acteur et qu'on fait un vrai travail artistique. Et c'est le public qui décidera. Est-ce que tu as eu l'occasion ou la chance peut-être de rencontrer, les personnes, alors à la fois les créateurs quand tu fais de la création de voix, les, réalisateurs, les dessinateurs, les animateurs et cetera, ou alors peut-être les, acteurs originaux dans les, quand tu fais de la localisation? Il y a un film comme ça, Hollywood, avec Florence Foresti et Jamel Mmh. Debbouze. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé ou d'accéder peut-être, aux, animateurs voilà, que ce soit américains ou japonais, dans le cadre de tes voyages, on en parlera plus tard. Est-ce que tu as eu cette chance-là, cette occasion-là? Est-ce qu'elle s'est présentée? Très rarement. Alors effectivement, on met de côté complètement, la création de voix parce que là, on est toujours en travail avec, Mmh. les réalisateurs et réalisatrices qui sont présents aux enregistrements, donc ça, c'est vraiment cool. J'ai croisé Vanessa Hudgens, à qui je n'ai pas parlé directement, mais qui a écouté, lors d'une avant-première, le High School Musical 3, je crois, qui a écouté sa voix française et qui a transmis à la production qu'elle trouvait sa voix très mignonne, qu'elle voulait que je le sache et qu'elle était ravie, donc trop, trop chou. Mais j'ai eu très peu de rencontres, sauf la semaine dernière. J'ai eu une chance incroyable d'être invitée par la Japan Expo à une conférence autour de l'animé Spy Family, dans lequel je fais le rôle de Yor en français. Et donc, j'ai eu une conférence conjointe avec la très célèbre Saori Hayami, qui est une seiyuu vraiment d'une immense renommée, qui double Yor euh, dans la série Spy Family. Et donc, j'ai pu la rencontrer, échanger avec elle. On a fait un doublage en direct, en français, en japonais. On a pu répondre à des questions sur notre rôle, sur notre façon de travailler sur plein de choses. Et j'ai été mais émue quasi aux larmes, parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs dans notre façon de vivre le personnage, dans notre façon de penser ce personnage. Et je me suis sentie proche d'elle alors qu'on ne se connaissait pas. On a vraiment eu une affection immédiate l'une envers l'autre. Et, euh, et j'étais honorée voilà, d'avoir été mise sur scène. C'est une immense reconnaissance pour moi d'être mise sur scène par les Japonais, par Crunchyroll, par Japan Expo à cette occasion. Et voilà, je pense que ça peut être aussi le début de pas mal de choses. J'ai très envie, comme je te disais tout à l'heure, d'aller un petit peu à la rencontre de ce milieu au Japon et de mieux connaître la façon de travailler des Japonais, parce que j'ai très envie de m'en inspirer. Alors avant le Japon, il y a Japan Expo comme tu en parlais là, c'est Mhm. c'est c'est juste fini au moment où on enregistre. Est-ce que tu fais beaucoup de conventions? Et si oui, qu'est-ce qui te plaît dans ces événements? Et par extension, quelles sont les relations, que tu as avec les fans, que ce soit lors des rencontres IRL ou même tu en parlais à travers les réseaux sociaux? C'est très bizarre pour nous, les comédiens et comédiennes de doublage, d'arriver en convention, surtout. Alors là, ça va un peu mieux, mais au début, on était perdus. Au début, il y avait des fans qui venaient nous parler de personnages dont on se souvenait quasi à peine. On comprenait pas trop ce milieu, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça a évolué et c'est cool. Et moi, j'ai trouvé un truc incroyable, c'est l'émotion. J'en parlais tout à l'heure. Arriver à une convention, commencer des dédicaces et voir une famille arriver, tous jouent à Zelda, parce que Zelda, ça fait longtemps que ça existe. Le papa a transmis ça à ses enfants ou la maman parfois. Tout le monde joue ensemble, ils sont réunis et ils viennent me voir parce que je symbolise en fait ce moment-là. Je leur rappelle des souvenirs. J'ai comme ça des moments hyper émouvants. J'ai eu aussi, il y a beaucoup de personnes dans les spectres d'autisme qui sont fans de doublage parce que l'autisme, ça a aussi ce côté où on est très lié à l'émotionnel des voix. Donc ça, au début, c'était un peu étrange parce que je connaissais pas et donc je comprenais pas forcément les personnes autistes qui venaient. Je reconnaissais pas. Maintenant, c'est bon, je reconnais et donc je vois tout de suite quand une personne a besoin que je lui parle de certaines choses, que je prenne un petit peu de temps et
Et pour ces personnes, parfois, c'est un moment exceptionnel. C'est incroyable, donc j'essaye de, même si parfois ça va très vite parce que, heu, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et je suis toujours, trop contente et trop émue. Donc j'essaye de donner un petit peu de temps à tout le monde et en même temps, de gérer ça pour pouvoir voir le maximum de personnes. Et c'est une rencontre et parfois mais des émotions, mais tellement fortes. J'ai une personne comme ça, justement, t je pense une cinquantaine d'années, q mmh, qui vient avec sa sœur à côté. Elle me dit: «Mon frère, ne peut pas parler». C'est une personne qui pouvait pas parler et elle me dit: «Mon frère est très, très fan de Zelda». Et là, je me dis: «Bon, je vais essayer d'apporter quelque chose à cette personne». Je vois qu'il y a un handicap et tout et donc je me dis: «Est-ce que je peux me rapprocher de toi et te parler, dans l'oreille?» Et je lui ai fait une phrase de Zelda. J'ai demandé son prénom, je sais plus comment, je crois que c'était Christophe et j'ai dit, «Christophe, Christophe, réveille-toi, réveille-toi, le royaume d'Hyrule a besoin de toi». Et donc j'ai fait ce truc-là et là, il y a eu un peu un choc sur le visage de la personne et il s'est mis à pleurer instantanément. Des grosses larmes. Il y a eu une émotion, il y a eu quelque chose. Et moi aussi, j'ai eu envie de pleurer, on s'est pris dans les bras et c'était un moment incroyable. Et en fait, de venir en convention, de rencontrer les gens, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait énormément d'émotions, énormément de marqueurs aussi dans l'enfance. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Tu as bercé mon enfance». Et je me dis: «Mais c'est génial en fait, parce que j'ai fait ce petit doublage, heu, j'ai marqué parce que j'ai interprété ce personnage, ça a marqué». Donc encore une fois, c'est pas que moi, c'est tout le scénario, l'image, la musique, mais j'ai participé à ces moments clés. Et je dis souvent: «Beh, tu savais pas que j'étais là, mais en fait, j'ai toujours été là dans ta vie. C'est incroyable et on se rencontre aujourd'hui». Et donc ça, voilà, tu vois, j'ai beaucoup de passion quand j'en parle. Je trouve ça, extraordinaire de m'apercevoir que mon travail, a ce pouvoir. Et donc c'est important, je pense, pour tous les comédiens, comédiennes d'aller à la rencontre des personnes parce qu'après on en ressort aussi avec beaucoup de respect pour, notre métier, en se disant: «Ouh là là, mais la la prochaine fois que je vais en studio, peut-être que la première phrase que je vais dire ou la seule phrase que je vais dire va marquer quelqu'un, va avoir cet impact». Donc c'est très important de faire ça à la perfection. Alors tu as donné ta vie au doublage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire dans la vie ou que tu aurais fait dans une autre vie que tu aurais fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'auraient intéressé, comme métier? Tellement! Je pense que j'aurais pu être journaliste, j'aurais pu travailler dans la production. Je travaille d'ailleurs dans la production dans l'ombre avec, mon conjoint qui a une chaîne YouTube et qui a une société de production. Donc je me charge de beaucoup de choses comme, le recrutement du personnel, la comptabilité, la création de vidéos, de concepts, la production pure et dure. Pas entièrement, mais je l'ai fait à un moment un petit peu entièrement. Et c'était génial. Ça m'a donné plein d'envie. J'ai eu envie de monter une société de production. On travaille sur une marque de vêtements aussi, donc je fais ça aussi. J'aurais pu, totalement vouloir travailler dans la com, dans la pub, dans plein de choses. J'aurais aidé et j'aurais adoré être, critique culinaire, gastronomique. J'aurais, adoré aussi être, dans le tourisme, dans l'organisation, de voyages, voilà, ou dans le aussi organisation de mariage, d'événements, déco. Enfin voilà, j'aurais pu faire tout ça. Mais le doublage, ça a vraiment été, coup de cœur instantané. Mais pourquoi pas, hein, je peux changer de vie et d'ailleurs, je vais un petit peu changer de vie, dans quelques temps puisqu'on a un gros projet qui s'est annoncé, on a pris une grande décision. Ça marque un petit peu aussi un tournant dans ma carrière, je pense, puisqu'on a décidé de partir vivre au Japon et d'emménager à Tokyo. Excellente transition parce que la dernière partie de notre entretien va être, consacrée au Japon. Donc tu es déjà parti plusieurs fois au Japon, tu vas nous expliquer. 3 fois, donc c'est ce qu'on se disait, juste avant d'enregistrer et puis il y a ce prochain voyage-là qui arrive incessamment. Quand était ton 1er voyage et qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'on sait que les ressentis du 1er voyage au Japon sont toujours assez, chargés d'émotions. Est-ce que tu peux nous parler de ce 1er voyage et de pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait d'y aller? Est-ce que c'était conforme à tes attentes? Et après, pourquoi tu as voulu y retourner? Alors, l'histoire de ce premier voyage, c'est que au départ,
j'ai toujours rêvé d'aller, au Japon et de découvrir ce pays, mais je me suis toujours dit: «Il faut du temps». Il faut, 1 mois, de vacances pour pouvoir découvrir. C'est loin, ça coûte de l'argent et tout ça et du coup, j'ai jamais eu ce temps-là puisque dans mon métier, on prend pas beaucoup de vacances, on nous sollicite très souvent, on a rarement, 1 mois ou 3 semaines de dispo donc j'y suis pas allée et puis j'ai rencontré mon copain, qui est un amoureux du Japon et qui m'a dit, qu'il était allé pour la première fois, assez peu de temps avant, ou je crois qu'il était allé 2 fois. Il avait enchaîné 2 voyages et il m'avait dit: «J'adorerais y retourner» et moi je lui ai dit très, très vite dans notre relation, j'ai dit: «Écoute, j'ai envie qu'on y aille ensemble». On n'était même pas officiellement ensemble, que je voulais qu'on y aille ensemble. Donc c'était un premier voyage d'amour, de couple et en même temps, c'est l'occasion vraiment de découvrir. On n'y est resté que 5 jours pour la première fois et je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi je suis pas partie plus tôt?» Et j'avais oui, j'avais des attentes forcément puisqu'on m'en avait beaucoup parlé en bien. J'avais, j'ai la culture un petit peu, voilà, à travers, les animés, les mangas, les œuvres, que j'avais pu voir et vraiment, mais zéro déception. Au contraire, tout était trop bien et depuis, je ne rêve que d'y retourner et puis le fait que mon compagnon soit vraiment amoureux de ce pays joue énormément, jusqu'au point justement de prendre cette décision puisque c'est lui surtout qui en a besoin, qui a besoin de vivre là-bas et au départ, c'est une décision, un petit peu par amour et puis finalement, plus ça va et plus en fait, c'est moi la plus hypée, c'est moi qui me visualise et c'est moi qui commence plein de démarches, et qui est très, très envie, voilà donc je l'ai rejoint complètement dans cette passion et voilà, au point de changer ma vie complètement pour ce pays quand même. Alors, est-ce que tu es tombée amoureuse du Japon avant ou après avoir doublé des voix japonaises? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Comment a grandi ta passion pour le Japon? Je pense que c'est vraiment, comme je te disais, ouais, au travers de mon chéri, hem, par le fait qu'effectivement, j'ai fait de plus en plus de projets liés au Japon. J'ai eu l'occasion de travailler avec des Japonais, de voir un petit peu comment ça se passait. Hem, voilà, ça a été progressif et de plus en plus intense chaque fois. Après 3 voyages au Japon, j'imagine que tu as parcouru un petit peu l'archipel. Est-ce que tu as des lieux préférés, des recommandations, des osusume comme on dit, à nous donner sur les visites à faire au Japon? Alors, on s'est beaucoup concentré sur Tokyo, même si on est un petit peu allé ailleurs. Mais en fait, on est vraiment amoureux à fond de Tokyo et ce qui est drôle avec Tokyo, enfin ce qui est drôle, c'est pas drôle genre on se fend pas la poire, mais ce qui est génial, c'est que, on peut venir mais une centaine de fois et on n'ira jamais aux mêmes endroits. C'est une ville qui est tellement tentaculaire, il y a tellement de choses à voir, tellement d'endroits. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais fini avec Tokyo et en même temps, on a envie, d'aller ailleurs aussi. On est allé à Okinawa, on est allé, à Fukuoka, on est allé, à Osaka, mais voilà, c'est Tokyo qui reste, notre endroit de cœur et j'ai une liste, assez dingue d'endroits que je veux aller voir, de cafés dans lesquels je veux aller, de plein, plein de choses. Heu, les recommandations Kampai aussi sont très utiles, donc vraiment c'est trop bien. Voilà, je pourrais pas citer un endroit en particulier parce il y en aura trop, en fait. Donc tu as eu la chance de visiter le musée Ghibli comme on le disait tout à l'heure, avant l'enregistrement donc s tu as pu les découvrir avant le covid Oui, et là tu nous disais pendant l'enregistrement, tu vas peut-être avoir aussi l'occasion de visiter des studios, en tout cas de t'approcher du doublage, japonais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui, alors on verra, tout ça est hypothétique, mais le fait d'avoir pu rencontrer, Saori Hayami et de pouvoir, être en contact avec son agence et aussi, j'ai aussi un contact, d'une personne que je vais voir sur place qui a beaucoup travaillé en tant qu'agent d'acteur de voix au Japon. Donc il y a beaucoup de contacts. Puis j'ai aussi pris des contacts,
au cours de ce petit échange avec la personne qui gère un petit peu les événements Crunchyroll en Europe. Mais bon, disons qu'on pourrait peut-être discuter. Donc, c'est en tout cas mon objectif de pouvoir peut-être rencontrer certaines personnes. Si ces personnes en ont le temps et la possibilité, bien sûr. J'ai conscience que les seiyuu sont des immenses stars. Et donc, j'ai pas envie de trop empiéter là-dedans. Et voilà, j'ai pas l'ego de dire je vais arriver et parler avec tout le monde. Mais si je pouvais avoir des contacts peut-être avec certaines des actrices que j'ai pu avoir l'honneur de doubler, pareil, avoir cet échange autour des rôles, ce serait incroyable. J'aimerais beaucoup aussi produire du contenu par rapport à ça, si c'est possible, dans un autre temps. Voilà, parce que je trouve ça intéressant de parler du doublage aussi de manière générale, pas que se concentrer sur le doublage français, mais d'avoir vraiment cette notion que on est plein à faire ça et que c'est chouette. Et il y a plein de différences aussi d'interprétation, que tout ça est hyper drôle en fait à regarder, selon les cultures, selon les pays aussi. Donc voilà, j'ai envie d'aller vers ça. J'ai quelques contacts et j'aimerais beaucoup que ça se concrétise. Et puis on verra aussi c'est aussi dans le but de mon futur emménagement. Il faut que je puisse continuer mon travail, donc à distance potentiellement, mais pour ça peut-être dans des studios japonais aussi pour certaines choses. Il faut que tout le monde soit d'accord pour que je puisse travailler à distance. C'est pas gagné, ça va me compliquer un petit peu la vie, on va dire, mais je pense qu'il y a des choses possibles. Donc voilà, j'essaye un petit peu par tous les moyens de voir ce que je peux faire, comment je peux le faire de la meilleure des manières. Et j'ai très envie, si c'est possible, en tout cas mon rêve, ce serait de faire un petit peu un pont, en fait, entre le Japon et la France par rapport à la voix et par rapport à ce métier. Car c'est un petit peu tout ce que je sais faire de mieux, en tout cas. J'ai passé 30 ans à faire du doublage, donc peut-être qu'il y a une expertise aussi qui peut être amenée différemment. Voilà, pour que la France et le Japon puissent parler autour de beaux projets, autour de l'animation et peut-être faire en sorte justement, comme je le disais, que la qualité de notre doublage français puisse être upgradée, élevée au niveau japonais. Voilà, c'est un peu mon rêve aujourd'hui. On verra si j'arrive à le concrétiser. Si ça se trouve, je ferai totalement autre chose une fois que je serai sur place. Mais en tout cas, c'est ma première option, c'est celle-là. Voilà, de, de relier un petit peu les studios français et japonais. À défaut d'être critique culinaire, est-ce que tu peux nous citer tes plats japonais préférés, ceux que tu recommanderais de goûter en voyage au Japon? Ça, ça va te paraître vraiment trop nul comme réponse. Parce que, alors, j'ai fait des restaurants étoilés au Japon. Je suis allée dans plein d'endroits. J'ai un restaurant que j'adore. Alors, c'est plus à Kasaka. C'est plus Ninja à Kasaka, mais c'était le restaurant Ninja. Je crois qu'il a déménagé maintenant à la gare de Shibuya, si je me trompe pas. C'est vraiment un resto où tu rentres et t'es dans un univers de ninja. On te fait des petites tours et tout de ninja. C'est incroyable. Et en plus, c'est très bon. Mais c'est pas ça ma recommandation. Moi, ma recommandation, c'est le combini. Tu arrives au Japon, tu vas au combini et même des sushis, tu prends n'importe quel truc. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un sushi, un tout petit plateau de sushis. Ça valait, je crois, 5 euros, un truc comme ça. Et c'était des sushis un peu luxueux en plus. Et je suis arrivée à la caisse et il y a eu un petit son bizarre. Et les gens étaient très embêtés, les Japonais étaient très embêtés. Ils sont repartis, ils sont revenus et ils m'ont dit voilà, on est désolé, c'est le dernier et il est périmé dans un quart d'heure. On peut vous le vendre, mais parce qu'il y a des heures de péremption, quoi. C'est pas un jour de péremption, c'est une heure de péremption. Mais on peut vous le vendre, mais à moitié prix, on est vraiment désolé. J'ai dit bah oui, je le prends à moitié prix, pas de souci. 2,50 €. Mon plateau de sushis, soi-disant périmé, était meilleur et mettait une claque à tous les sushis français possibles. Alors bon, j'exagère un petit peu parce que j'ai eu la chance aussi en France de manger des sushis de très haute qualité. Mais vraiment, le combini, on trouve des petites salades, des petites choses. Voilà, c'est pas la plus haute qualité, mais c'est vraiment ça, pour moi, la nourriture japonaise. C'est pouvoir à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, s'acheter un petit truc et avoir cette saveur particulière de ce qu'il y a au Japon. Donc voilà, c'est la recommandation la plus basique possible. Allez dans un combini, prenez ce qui vous fait plaisir
et vous allez voir que c'est incroyable. Dernière question pour moi, alors ça va devenir peut-être indispensable en fonction de comment tu vas t'intégrer professionnellement, comme tu l'expliquais, mais est-ce que tu as des notions de japonais et est-ce que tu souhaites monter en compétence, entre guillemets, sur la langue japonaise? Totalement. Donc là, j'ai commencé à prendre des cours de japonais depuis pas très longtemps, depuis 2 mois seulement. Je souhaite faire beaucoup plus de place dans ma vie, puisqu'il va falloir, si je veux obtenir un visa, je pense que c'est très très important. Et puis même pour la culture et pour le respect, voilà, je j'imagine pas aller vivre dans un pays sans parler la langue et sans comprendre aussi la langue. Même par rapport à mon métier, c'est quelque chose, comme je te disais, que j'ai voulu apprendre très vite, écrire, parler correctement. J'ai toujours beaucoup lu. Et là, j'ai l'impression que j'ai à nouveau 7 ans et que je découvre l'alphabet et que je veux parler le plus vite possible, faire le plus vite possible. J'ai envie d'engranger tout ça. J'ai découvert les alphabets alors de base, donc hiragana, katakana. Je commence à lire quelques kanji. C'est incroyable. Je découvre quelque chose de totalement nouveau. J'ai beaucoup, beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Je sais que ça va être très difficile parce que j'ai quand même donc 38 ans, donc c'est pas à ce moment-là qu'il est facile d'apprendre beaucoup de choses parce que on a moins de temps dans nos vies, parce que on est plus âgé, voilà, peut-être aussi, mais j'ai très envie et oui, c'est indispensable. Donc j'ai hâte de, de retourner à Tokyo, là, dans un mois, et de commencer à déchiffrer un petit peu tous les panneaux, toutes les choses, comme je faisais quand j'avais 6 7 ans. Voilà, je suis trop contente de retrouver cette sensation. Et voilà, et j'espère arriver à parler japonais le plus vite possible. Je sais que je ne pourrai pas devenir seiyuu parce que j'aurai toujours un accent. À mon avis, ça va être très très compliqué de passer avec un accent parfait à une autre langue. Mais peut-être que je pourrais avoir un jour un petit rôle d'une française dans un animé. Ce serait mon objectif. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditrices et auditeurs de Kampai? Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais si ce n'est pas déjà fait, allez au Japon. Et surtout, n'ayez pas peur d'y aller, même si c'est que quelques jours. Moi, c'était vraiment c'est ce qui m'a bloqué pendant des années, et j'aurais dû y aller beaucoup plus tôt, même si c'était que quelques jours. Et regardez des animés en VO ou en VF, comme vous voulez. Je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré et puis ton professionnalisme, parce que ça ne s'entendra peut-être pas par la magie de notre monteur Charlie, mais on a eu quelques problèmes techniques pendant l'enregistrement. Donc, encore une fois, merci pour ton intervention. Je pense que tout le monde a au moins une fois dans sa vie déjà entendu ta voix dans une série, dans un jeu, dans un film, dans un animé. Mais si ce n'est pas le cas, j'encourage tous nos auditeurs et auditrices à aller sur ton site adeline-chetai.fr et à écouter ton travail qui est extrêmement qualitatif. Donc encore une fois, je te remercie. Merci beaucoup de ton accueil, cet échange et ces questions. Et puis, j'espère à très bientôt, peut-être à Paris ou à Tokyo. À très bientôt. Merci. Bye bye. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.